C'est quoi? C'est quoi les bactéries? Ah bon, d'accord. Oh oui, pardon, oui. Oui, oui, on l'a reçu, ouais. Bien, allez, on va y aller. Gilles Duquesne, on y va. Bertrand Glézal, à vous la parole. Merci Christophe. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, Alors, je pense qu'il faut bien couper les micros de tout le monde parce que j'entends pour ma part de l'écho. Ça y est, je crois que c'est solutionné. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir donc pour cet événement Audace de dirigeants qui est organisé dans le cadre des rendez-vous de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je me présente, je suis Bertrand Glézal, je suis directeur du développement des entreprises donc à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Alors, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Madame Emmanuelle Perdry, qui est membre élue et animatrice du groupe de travail international à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, mais vous le savez aussi, qui est aussi dirigeante de la société Rovip, qui est basée à Nivigné-sur-An et qui devait assurer cet accueil et qui malheureusement est retenue par d'autres engagements professionnels. Donc, elle vous prie d'excuser. Elle m'a confié donc la mission de vous accueillir à cette soirée. Alors, une soirée au cours de laquelle nous allons parler, entre autres, d'export. Alors, même si l'export peut constituer, on le sait aujourd'hui pour vos PME, un levier stratégique de la reconquête de chiffre d'affaires, il peut aussi faire peur. En effet, vous avez souvent le sentiment dans vos entreprises de ne pas avoir les moyens intrinsèques d'exporter et vous ne connaissez pas toujours tous les outils existants. Alors qu'il faut le dire, en France, nous avons un accompagnement fort à la stratégie à l'export des PME et des TPE. Alors cet accompagnement, il prend la forme aujourd'hui de la Team France Export, qui fédère entre autres les chambres de commerce et d'industrie, la région, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Business France et BPI France. L'objectif de la CCI de l'Ain, en tant qu'interlocuteur de proximité des entreprises, est de vous faire connaître l'ensemble des dispositifs d'appui et bien sûr de vous aider à en bénéficier. Nos conseillers en développement international sont aujourd'hui en première ligne pour la promotion du plan de relance gouvernemental. Alors, ces mesures de relance de l'industrie qui sont mises en place par l'État et ses opérateurs comprennent un volet dédié aux entreprises exportatrices ou celles qui veulent le devenir. Le chèque relance export est une des mesures phares qui permettra de bénéficier de prestations d'appui à l'export par des opérateurs agréés. Une mesure nationale que la région vient de compléter pour chaque entreprise bénéficiaire qui est implantée sur son territoire. Alors, ces dispositifs du plan de relance, ils viennent bien sûr en complément de nos autres outils, tels que ceux du réseau Enterprise Europe Network, EEN, dans lequel s'inscrit également la rencontre d'aujourd'hui. Alors, pour cette quatrième édition d'Audace de dirigeants, après avoir reçu ces 3 dernières années les sociétés Poma, Caddy et Roset, nous avons le grand privilège d'accueillir cette année le groupe Duquesne avec son fondateur et dirigeant, Monsieur Gilles Duquesne. Alors merci infiniment, Monsieur Duquesne, d'avoir accepté l'invitation de la CCI de l'Ain. Je vous transmets encore les remerciements appuyés du président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, Monsieur Patrice Fontenat. Parce que aujourd'hui, dans ce contexte économique particulièrement tendu pour les acteurs comme vous de l'aéronautique. Donc nous en apprécions d'autant plus la valeur de votre présence. Donc merci encore. Par rapport aussi au format de cette opération, le contexte est également compliqué pour organiser des événements, en particulier en présentiel, mais il nous tenait à cœur de maintenir l'édition 2020 d'Audace de dirigeants. Alors certes, nous sommes réunis ce soir dans un format digital, mais nous tenons à vous assurer que la finalité, elle est bien conservée. Rien de tel que le témoignage d'un industriel emblématique de notre département de l'Ain pour s'inspirer de son parcours, de son expérience, de ses audaces, bref, de son histoire, la grande comme la petite. Alors l'animation du témoignage de Monsieur Gilles Duquesne sera assurée par Christophe Guggen, à qui je vais laisser tout de suite la parole, et qui est conseiller en développement international, en développement commercial pardon, France et international au sein de la CCI de l'Ain et de la Team France Export. Donc il fait partie des conseillers de l'équipe dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des conseillers terrain pour vous accompagner dans vos entreprises.
Je vous souhaite une bonne réunion et je passe tout de suite la parole donc à Christophe Guggen. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, Christophe Guggen, enchanté. Plusieurs précisions pour le confort de tous. D'ores et déjà, ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de consulter le replay qui sera mis à votre disposition. Deuxièmement, vous savez que le but, comme vous l'a dit Bertrand Glezal, c'est de créer un échange interactif entre nous avec Gilles Duquesne. Auquel cas, je vous invite à consulter en bas de votre écran, en bas à droite, vous avez une bulle chat qui vous permet durant tout le long de cette conférence, de poser vos questions à Monsieur Duquesne. Donc ces questions, on fera le maximum pour que Monsieur Duquesne puisse répondre à toutes ces questions en fonction évidemment du nombre et du temps imparti. En tout cas, n'hésitez pas à réagir aux propos de Gilles Duquesne et donc on fera le maximum pour que vous puissiez encore enrichir et vous inspirer de cette expérience. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous propose d'ores et déjà de prendre connaissance d'un mail, d'une vidéo qui va permettre à vous de présenter le groupe Duquesne.
Bien. Bonsoir Monsieur Duquesne, bienvenue à cet événement et à ce moment de partage de l'expérience internationale de votre groupe. Donc comme je l'ai dit, les gens vont pouvoir interagir avec vous à travers le chat. Donc une précision, messieurs, dames, les participants, lorsque vous voulez envoyer vos réactions et poser vos questions sur le chat, pensez bien au niveau de la colonne destinataire à l'envoyer soit à Christophe Guggen, soit à Christelle Pénuen, hein, très important. Merci. Ou alors organisateur WebEx. Alors, Monsieur Duquesne, au regard de cette vidéo dans le nuage de mots présentée à la fin, figure au total une dizaine de mots-clés désignant le savoir-être de vos équipes, le savoir-faire industriel de votre groupe et également les leviers de performance globale de votre groupe. Je suppose que toutes ces valeurs ne se sont pas construites en un jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tout a commencé pour vous, s'il vous plaît? Ok, déjà bonsoir Christophe et Bertrand et bonsoir à tous les participants. Oui, en effet, sur cette dizaine de mots-clés, il y en a quand même pas mal qui représentent des valeurs, la compétitivité, la créativité, l'agilité. Et bah, on a essayé tout au long de la création de ce groupe et la croissance de ce groupe, de maintenir ces valeurs qui sont un peu l'ADN de Duquesne. Enfin, c'est souvent le cas de beaucoup de TI familiales. Il y a rien de nouveau, mais c'est important de maintenir ces valeurs basées sur la créativité, la compétitivité. Alors justement, ce qui est surprenant, c'est que l'histoire de votre entreprise actuelle n'a pas commencé par l'aéronautique. Non, ça a commencé il y a 38 ans. Ah, il y a de l'écho. Donc, il faudrait peut-être couper. Ah oui, j'ai un écho. Oh, voilà, oui. Donc, ça a commencé il y a 38 ans, 1982. Je sortais de l'armée et je voulais entreprendre quelque chose, mais 0 francs, 0 compétence, hormis une passion pour les voitures de course. Et très naïvement, j'ai créé Automobile de course Duquesne, avec un gros capital, 2000 francs à l'époque. Et dans le sous-sol de la maison des parents, j'ai commencé à dessiner et construire des voitures de course, mais avec une idée, c'est de les faire différemment, de les faire en carbone, parce que j'avais découvert au départ un mot, carbone. J'avais découvert je savais pas ce que c'était, je savais pas si c'était du liquide, de la poudre, mais j'avais vu que c'était un produit d'avenir. Coup de chance, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais il y avait les pages jaunes. Et quand j'ai fait carbone sur les pages jaunes, je suis tombé sur Brochier à Dessines. Bon, c'est dans le Rhône, hein. Désolé, mais qui était précurseur à l'époque. Et je suis naïvement allé les voir en disant, bah, je veux faire des choses en carbone. Et là, ils m'ont vendu un rouleau de carbone, de la résine, et j'ai commencé à bricoler dans le sous-sol de la maison des parents. Et un an après, j'ai fait la première mondiale d'une coque carbone de Formule 3, c'est-à-dire mais pas la carrosserie, mais vraiment le châssis, entre les 4 roues, le moteur et la boîte, tout était en carbone. Et ça m'a permis de se différencier et de commencer à avoir une petite notoriété et vendre des voitures, des Duquesne en Formule 3. C'est une activité qui a duré 7 ans, avec la fabrication de différentes types de voitures Duquesne, surtout des F3. Mais parallèlement, j'ai commencé à avoir des sollicitations, vu que on avait un petit savoir-faire en composite. On a eu des sollicitations, alors rang 4 ou rang 5, pour faire des pièces aéronautiques. Et à l'époque, vraiment sans certification, sans traçabilité, sans rien. Quand je dis ça à Airbus, ils préfèrent ne pas trop entendre, mais c'est vrai que à l'époque, la cascade rang 1, rang 2, rang 3, rang 4 faisait que
ça devait peut-être les arranger. Et on a commencé à faire des pièces aéronautiques. Et en 89, j'ai eu une intuition en me disant, bon, peut-être que j'ai de l'avenir en faisant des voitures de course, mais je sens que mon savoir-faire composite il y aura plus d'opportunités en aéro. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté toute activité automobile pour me concentrer sur des pièces aéro. Et depuis 89 à maintenant, bah, c'était un long chemin progressif parce qu'en partant de zéro, sans vraiment tout en autofinancement, ça a été long pour passer de rang 5, rang 4, rang 3, rang 2 et maintenant rang 1 sur des pièces de structure primaires des avions, des derniers avions composites. Donc ça a été c'était passionnant, mais ça a été un peu compliqué, mais on l'a réussi. Bon, alors justement, donc on a bien compris que le tout départ, pendant 8 ans, ça a été l'automobile. Oui. Sur une conviction, une intime conviction, vous avez décidé de vous orienter sur l'aéronautique. Comme vous le dites, en essayant de faire votre place. Euh, Malgré tout, pas malgré tout, je dirais que du coup en 90, vous créez Duquesne Aéronautique et à partir de cette création de Duquesne Aéronautique en 90, quels ont été les piliers, quels ont été les piliers stratégiques internes que vous avez décidé, sur lesquels vous avez décidé de vous appuyer? J'ai créé Duquesne Composite. À l'époque, j'avais pas décidé d'être un pure player aéronautique. On faisait encore d'autres activités. Et Oui, d'ailleurs, comment dire, Gilles, vous pouvez nous parler de Mavic aussi, qui a été oui, un. en fait, c'est ça, parce que enfin, j'étais un artisan. On était trois dans la société, donc, et Mavic m'a consulté en me demandant si je saurais faire des jantes en carbone. Et ça a été 28 ans de sous-traitance. Alors pour info, Duquesne n'a pas de produit propre depuis l'arrêt des voitures de course sous le nom Duquesne. On n'a été que fournisseur, donc aucun produit n'est siglé Duquesne. On travaille pour des clients, on est vraiment en B2B. Et donc ça a commencé avec cette demande de Mavic et on a dessiné une première roue, une deuxième roue et là ils nous ont passé des commandes et c'était un peu le début d'une réflexion. euh, on est passé de artisan à progressivement à industrialiser et à devenir un peu des industriels. Donc le début c'était les roues de vélo. Et parallèlement, on a fait la même chose pour les pièces aéronautiques en step by step, en passant de rang 4, rang 3, rang 2. Alors ça a été très long et il y avait un plafond de verre. C'était impossible d'être rang 1. On n'avait pas la surface financière, on n'avait pas la notoriété, on n'était pas référencé. Ça a été très compliqué. Et Alors, on y reviendra sur tout cela, Gilles, étape par étape. Quand on a échangé et préparé ce témoignage-là, nous avons été marqués par le fait que très tôt, vous avez absolument voulu maîtriser, et c'est vraiment quelque chose de très fort en vous. Hein. Est-ce que vous pourriez développer cet aspect maîtrise interne de tous les moules, de tous les équipements? Est-ce que vous pourriez développer tout cela? Parce que comme vous l'avez dit, ça ne se fait pas en quelques semaines. Hein, vous avez mis des années, mais malgré tout, ça reste un petit peu votre ADN, si je puis dire. oui, alors en fait, j'avais pas d'argent, donc j'ai jamais imaginé pouvoir acheter des moyens. Donc je les ai fabriqués. Même pour info, la première fois qu'il a fallu transporter des colis, eh ben j'ai fabriqué mon diable. J'ai acheté du tube, j'ai découpé, j'ai soudé, j'ai fait un diable, j'ai fabriqué mes tables et ainsi de suite. J'ai fait mes outillages. Quand on a commencé à avoir besoin d'un autoclave, eh ben on l'a fabriqué et cette cette c'est devenu presque une stratégie. Au départ, c'était un besoin parce que j'avais pas d'argent et en faisant nous-mêmes, on faisait mieux et on faisait plus vite et moins cher. Euh, c'est devenu une stratégie parce que je me suis dit si on continue cette
cette solution, eh bien, le produit, au lieu qu'il soit générique, qui puisse tout faire, il s'adapte mieux à notre besoin et il sera plus performant. Donc, on a commencé à faire tous nos équipements, nos outillages et surtout nos machines spéciales, nos industrialisations. Et à ce jour, alors maintenant qu'on a un peu plus de moyens, on achète quand même certaines choses. Les centres d'usinage, on doit avoir une dizaine de centres d'usinage 5 axes, je les achète. Par contre, tout ce qui est spécifique à nos process, on fabrique encore nos machines spéciales. Et l'intérêt, c'est qu'on garde le savoir-faire, la confidentialité. Et même quand on fabrique nos machines, eh ben on sépare bien les corps de métier. On fait faire les bâtis d'un côté, l'électricité de l'autre, le soft encore un autre prestataire, et nous maîtrisons l'assemblage. Comme ça, on évite de donner notre savoir-faire à la concurrence. C'est un peu la stratégie, la spécificité du groupe Duquesne, c'est d'être très intégré en conception de la pièce, du process et de la ligne de production. On essaye d'être aussi performant dans l'industrialisation que dans la pièce. Parfait, c'est très clair et je pense que c'est très intéressant. Alors du coup, on est encore à Duquesne Composite, qui est encore une petite structure. Alors ok, vous avez un marché avec Mavic, vous commencez à réaliser quelques pièces pour l'aéronautique. Et par conséquent, c'est à ce moment-là que vous avez décidé de dire bon, on s'est musclé en interne. Vous avez expliqué que vous avez cherché à être autonome, à faire tout par vous-même. Puis finalement, ce qui était un inconvénient au départ est devenu une vraie force, un vrai pilier stratégique. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé d'appuyer sur l'accélérateur en disant maintenant qu'on a fait tout ça, eh ben on va chercher à gravir les échelons les uns après les autres. Donc vous avez cherché à croître encore davantage. Oui, parce que en fait, il y a eu une bonne conjonction. Alors là, j'allais dire, là on est en quoi? On est dans les années 2005, 2006, 2007? Ouais, 2005, oui. En fait, le composite très très récent, surtout le composite de structure, et l'aéro est en train de découvrir le composite de structure. Euh, L'élément principal du composite, le composite, les matières sont chères, les process sont compliqués. Le seul intérêt, c'est que c'est plus léger que le métallique. Donc, l'avion est un peu le secteur d'activité qui valorise ces surcoûts. Un avion pour voler doit être léger, donc l'avionneur est prêt à plus payer le kilo gagné que dans le ferroviaire ou dans l'automobile. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un boom sur le composite et nous on essayait d'en profiter. Donc on avait des idées, on avait des process, on a déposé des brevets, mais vraiment il y avait un plafond de verre. On restait dépendant de donneurs d'ordre et on était même rang 3. Donc quand on est rang 3, ben, on est juste façonnier. On peut pas amener de modifications. Euh, euh, donc vraiment c'était compliqué. Et la seule solution pour passer rang 1, c'était de faire une opération de croissance externe et de racheter quelqu'un qui avait des business rang 1. Mais il y avait un problème de taille et il a fallu que je rachète une société qui était plus grosse que la mienne. À l'époque, en 2006, je faisais 8 ou 9 millions de chiffres. Et il a fallu que je rachète une société plus grosse, mais surtout qui avait ses entrées rang 1 auprès d'Airbus, le donneur d'ordre incontournable de l'aéro en Europe. Donc on a fait Et cette c'est donc opération. là, c'est donc là que vous avez cette croissance externe. Vous l'avez faite du côté de l'Atlantique, si je puis dire, en France. Hein. Donc Oui. vous avez fait Duquesne Atlantique dans l'ouest de la France, ce qui vous permettait, comme vous le disiez, bah, de doubler de chiffre d'affaires. Mais par contre, vous avez toujours ce fameux frein un peu financier. Par conséquent, quel a été votre bon réflexe avec le PDG d'Airbus? Alors, euh, clairement, on est en croissance, on est dans une activité B2B, donc les marges sont faibles, on développe des choses, donc on n'est pas très riche. Et quand je décide d'acheter cette société, donc je commence à négocier avec le patron,
Et on se met d'accord sur un prix. Et là, je vais voir les banques et les banques me disent oui, ok, très intéressant, mais non, ça va pas. Donc là, premier travail psychologique, eh ben, il faut renforcer le haut de bilan et c'est un peu compliqué, mais il faut se dire, bon, il faut faire rentrer un fonds. Et là, intervient un fonds sectoriel, ACE. C'est de l'argent de mes clients, c'est Airbus, Safran, Thales, qui met de l'argent dans un fonds et il y a, ça me semble plus acceptable qu'un fonds commun de placement ou qu'un fonds purement spéculatif. Là, il y a une vraie synergie entre l'origine des fonds et l'utilisation. En fait, ce fonds est fait pour renforcer la supply chain des sponsors initiaux. Donc, cette cohérence me permet d'accepter de partager un peu mon capital et je fais une première levée de fonds avec l'entrée de ACE via Aérofonds 1 en 2007, ce qui me permet d'acheter mon concurrent et surtout me permet d'être référencé rang 1 chez Airbus. Et là, ça change tout parce que en associant cette société qui était déjà rang 1 avec la créativité, le dynamisme de Duquesne, Airbus a senti un intérêt. Euh, la chance, c'est qu'à l'époque, la demande était supérieure à l'offre et c'était une demande pas simplement de business, c'était une demande technologique. En fait, Airbus cherchait des process, cherchait des fournisseurs capables de répondre à leur cahier des charges. Et 2007, on commence à parler de l'avion de la 350. Et là, naïvement, peut-être avec un peu de candeur, je me dis, bon, bah, le groupe Duquesne va essayer de proposer des pièces de structure de l'avion. Donc, on commence à faire des démonstrateurs. On se dit, on va faire les cadres de fuselage. C'est-à-dire dans le fuselage, c'est vraiment la charpente, la structure primaire du fuselage. On fait des démonstrateurs, mais là, même en ayant racheté un rang 1, on fait sourire les services procurement. Enfin, ils nous disent oui, vous êtes bien gentil, mais enfin, non, non, vous n'avez pas la surface financière. Vous pouvez pas. À l'époque, on commençait de parler de risk sharing, c'est-à-dire de financer les études, de financer les certifications, les qualifications et même les premières pièces. Vous aurez pas la capacité de payer toutes ces NRC, les non recurrent costs. C'est impossible. N'imaginez pas. Et là aussi, peut-être naïvement, je me suis dit quand même, euh, les avions, tous les patrons, c'est pas des gens qui ont fait HEC, c'est tous des ingénieurs, des arts et métiers, des super-héros, et j'ai envoyé un mail, je connaissais pas, mais à l'époque c'était Brégier, j'ai fait fabrice.brégier@airbus.fr et il m'a répondu et j'ai demandé à le rencontrer une demi-heure et en fait on est resté 2 heures et demie et je lui ai expliqué que euh, par notre créativité, par nos savoir-faire, on pouvait les aider à faire des pièces de la structure primaire du fuselage de l'avion du futur. C'était vraiment ambitieux, mais entre techniciens, on s'est compris et à partir du moment où il a compris son intérêt, on a pu travailler ensemble. Ça paraît étonnant, mais euh, mes concurrents sur ces pièces de structure, ce sont des sociétés qui font plusieurs dizaines de milliards. On a été un peu le petit pousset et on a été, je crois, les seuls de notre taille à rentrer sur des marchés aussi importants. Et Et du coup, alors, on a bossé 2 ans sur des démonstrateurs. On a fait des démonstrateurs. On a posé ça sur les salles de réunion des ingénieurs qui étaient en train de réfléchir à comment faire l'Airbus A350 en composite. Et nous, à chaque fois, on avait une solution technique en disant, voilà, on pense qu'il faut faire comme ça et on va faire comme ça. Et
par le bureau d'études, on est remonté au service procurement, on a réussi à avoir les appels d'offres. Et donc à l'époque, avec la société que j'avais reprise, on faisait 20 millions de chiffres. Et je m'en rappelle, à 4 heures du matin, le 19 décembre 2009, on s'est mis d'accord sur un marché d'1,2 milliard. Ça paraît vraiment étonnant. J'ai eu une commande, alors prévisionnelle, sur 800 avions pour faire les pièces, et la valo, en recomptant, une fois qu'on s'est tapé dans la main et qu'on a signé, enfin, on a terminé à 4 heures parce que c'était avec les juristes pour faire toutes les parties du contrat, en plus tripartie, parce que Airbus fait travailler ses filiales, donc il y a des filiales en Allemagne, en Espagne, en France, et il y a même Spirit, une société américaine qui fait des tronçons d'Airbus, donc il fallait qu'on signe les contrats. Mais 4 heures du matin, j'ai refait quand même un petit calcul et j'avais signé pour plus d'1 milliard de commandes. Donc là, Donc là, soit vous avez bien dormi, soit vous avez très mal dormi. non, je dors toujours bien. Mais Donc, avec parfait. les équipes, on s'est dit, OK, on a des démonstrateurs, mais maintenant, il va falloir assurer et assumer ses commandes et assurer. C'était en Tout à fait. 2007. Alors là, Et on est en 2007 et effectivement, en 2007, bon là, on a compris que vous avez passé un premier palier et on vous invite, si je puis dire, vous allez revenir dessus, donc là, pour le moment, vous avez 2 sites, les deux en France, et là, ouais. pour répondre à ces marchés-là, vous devez investir dans un troisième site à l'étranger cette fois-ci. Alors, c'est facile de dire j'achète une première société, puis une deuxième société, cette fois-ci elle est à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Monsieur Duquesne, quand on rachète un site à l'étranger, ça implique quoi? Parce que ça paraît simple sur le papier, mais en quelques minutes, quels sont les facteurs clés de succès, les erreurs à ne pas commettre pour réussir ce genre de montage d'un site à l'extérieur du territoire français en Europe? Là, quand on a un client comme Airbus qui nous dit on vous sélectionne sur 7 Work Package sur l'avion du futur, mais vous avez pas vous êtes loin d'avoir la taille critique, parce qu'à l'époque on parlait de minimum de 100 millions, il fallait avoir une grande partie en dollars, risque sharing. Ils m'ont dit bon, à minima, il faut que vous ayez une solution low cost. Euh, C'était vraiment pas ma préoccupation. La préoccupation, c'était comment transformer ces 7 work packages techniquement en pièces récurrentes avec une performance technique élevée et des coûts qu'on avait signés en 2009. Donc vraiment, c'était pas ma priorité. Mais on me dit, il faut avoir, de toute façon c'est mandatory, il faut avoir une solution low cost. Donc là, je suis parti, je suis allé en Inde, je suis allé au Maghreb, je suis allé en Russie, j'ai fait un peu le tour, et, euh, et Roumanie. Et là, alors que l'aéro était plutôt au Maghreb, Tunisie, Maroc, tous mes confrères étaient en train de regarder plutôt sur ces deux pays. Moi, je me suis dit, Euh, je pense que je m'entendrais mieux avec des Roumains. Ce sont des Latins. Ils parlent principalement, enfin, tous les cadres supérieurs parlent bien français. Et je me suis dit, je vais m'installer là-bas, mais presque presque une boîte aux lettres. En fait, en pleine campagne, j'ai acheté un vieux, c'était presque un poulailler. C'était en terre battue. J'ai mis une dalle, on a mis un peu d'électricité et on a commencé à, à mettre des petits équipements, alors des équipements un peu robustes, des petites productions. Et puis surtout, j'ai appelé ça ma solution low cost, Duquesne Romagna, et je cochais la case Romagna. Et dans les appels d'offres, quand on me disait oui, low cost, je disais oui, regardez, Duquesne Romagna, mais c'était c'était minuscule et
C'était pas ce qu'il fallait le faire. Donc la première opération, je l'ai fait très rapidement. J'y suis allé une fois 2 jours, et en 2 jours, j'ai fait une dizaine de villes en Roumanie. J'ai trouvé ce vieux, non, c'était pas un poulailler, je crois que c'était pour des lapins. Mais c'était 4 murs et de la terre battue, et le jour même, j'ai recruté une jeune ingénieure qui avait 26 ans, et je lui ai dit, ben voilà, vous serez directrice de Duquesne Romagna. Enfin, c'était quand même un peu cow-boy, mais à l'époque, c'était ça. Ok. Alors, ça, c'est votre expérience européenne. J'avance un petit peu, on y reviendra. Ça, c'était votre réflexe de dire Roumanie, je vais chercher quelque chose là où ne sont pas les concurrents, avec une culture similaire, avec des cadres supérieurs à tendance francophone. Mhm. Euh, on sait que vous êtes aussi implanté au Mexique. Alors, Mhm. c'est quoi la différence entre une implantation Europe et une implantation outre-Atlantique sur ces critères? Alors, la première, elle était forcée, elle était contractuelle. Il fallait que j'ai une solution, une base low cost. Alors que la deuxième, ça part d'une stratégie. C'est en 2010, je commence à réfléchir en me disant, je viens de capter plein de business Airbus. J'avais quand même toujours ma volonté à l'époque, qui était une stratégie fine, d'être pure player aéro. Bon, depuis mars, on sait que c'est peut-être pas. Mais à l'époque, euh, c'était vraiment la bonne stratégie d'être 100% aéro. Et en aéro, l'alternative, c'est Boeing. Et compliqué d'attaquer Boeing sur le continent américain, parce que ils sont protectionnistes, très protectionnistes. Et quand on arrive avec des nouveaux process, et la volonté de, de prendre du business chez Boeing sur le continent américain, c'est compliqué. Donc j'ai regardé le Canada. J'ai failli le faire au Canada, puis au dernier moment, je me suis dit, le Mexique, double avantage. Euh, Près des États-Unis et low cost. Enfin, à l'époque, on commençait à plus dire low cost, on disait best cost. Et j'ai décidé là aussi, from scratch, de démarrer quelque chose au Mexique. Donc, toujours avec mes ambitions, j'ai créé Duquesne Mexico, au capital de 500 dollars, et c'était une boîte aux lettres. Et dans tous mes salons, on a communiqué sur Duquesne Mexico. On avait tous des grands chapeaux mexicains. Dans le salon, on avait mis des cactus, et on disait, Duquesne a une unité au Mexique, mais j'avais juste cette boîte aux lettres. Et on a mis 5 ans à trouver un business qui suffisant pour démarrer l'entité. Et c'est un business sur le 737 MAX qui a très très bien démarré, et en 5 ans, on avait un ramp-up effrayant, parce que le 737 MAX, il a fallu les alimenter. Enfin, le ramp-up était vertigineux, et on a réussi. On a mis en place, on a nos lignes de production, et jusqu'à l'arrêt du 737 MAX, on était en ligne avec leurs besoins, et ça s'est très bien passé. Sauf que là, autant en Roumanie, j'avais une directrice roumaine. Là, avec l'éloignement, j'ai pris un directeur français. Mais sinon, tout le reste de l'encadrement est mexicain. Alors, pour en revenir à ce modèle vertueux, parce que quels que soient vos sites, à chaque fois, vous avez réussi à mettre en place un cycle vertueux avec des marges, avec une qualité, avec un respect de délai, etc., etc. Humainement, comment vous faites pour constituer vos équipes? Alors, on entend bien que des fois, vous prenez un pari sur une ou deux personnes, mais ensuite, comment vous faites pour construire en termes de compétences, humainement, de management, pour faire en sorte que, quel que soit le site, eh bien, votre modèle économique est vertueux?
C'est pas moi qui l'ai dit, mais j'aime bien cette phrase. Il n'y a de valeur que d'hommes, enfin d'hommes et de femmes. C'est vrai qu'une entreprise, la vraie valeur, ce sont les hommes. Et bah là, il y a c'est de l'instinct. Et puis, bah des fois, je me suis trompé. L'exemple sur mon usine de Nantes, j'en suis à mon 5e directeur. Donc, on trouve pas toujours les bons, mais bah, quand ça va pas, il faut changer. Mais enfin, il est indispensable d'avoir une bonne équipe qui adhère à l'ADN de la société et aux objectifs. Quand on est sur des pièces aussi, enfin des pièces de structure primaire d'avion, on peut pas avoir des objectifs de moyens. On peut pas dire à Airbus ou à Boeing, bon, vous allez rire, on est en retard, vous allez rire, on n'est pas tout à fait à votre niveau d'exigence. Non, non, là, c'est pas négociable. Donc, il faut vraiment avoir une équipe derrière qui tienne la route et qui adhère à ces objectifs de résultat. Et là, je pense que mon côté course automobile, constructeur, pilote, fait que ben il faut pas être moyen en course automobile. Il faut pas être en retard. Si on arrive après la course, ça va pas. Et si on n'est pas performant, c'est même pas la peine. Il y a une vraie compétition. Et je pense que cette personnalité que j'ai en moi, j'ai réussi à la transmettre à mes équipes, où j'essaye. Et puis si ça se transmet mal, et ben je change jusqu'à ce que mes équipes suivent. Et, et avec cet état d'esprit, avec aussi la particularité, enfin la stratégie d'être très intégré, de concevoir nos pièces, nos produits, nos industrialisations, et ben on fait de très belles choses. Et à chaque fois, on arrive quand même à faire de très belles choses et d'avoir des ambitions assez élevées. La particularité du Ken, c'est qu'on vise toujours un petit peu plus haut que ce qui paraît logique de faire, et en se forçant, on y arrive, on y arrive. Enfin, je vous dis ça Est-ce qu'on est-ce jusqu'à qu'on peut mars dire, 2020. oui, on va y revenir un petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut dire que vis-à-vis des normes, parce que dans l'aéronautique, les normes sont impressionnantes, est-ce que vous avez toujours devancé les normes? Est-ce que vous avez tiré vers le haut les normes? Parce que forcément, en tirant les normes vers le haut, bah ça élimine les concurrents aussi. Ou est-ce que parfois vous avez franchement transpiré pour faire face à toutes ces normes grandissantes qui vous étaient demandées? Non, je vous dirais que l'exigence de l'aéro, parce que l'aéro c'est exceptionnel, hein, ce sont des pièces mécaniques extrêmement complexes, tôleries, composites, mécaniques, qui volent dans un environnement extrêmement complexe, hein, parce il y a des aléas, il y a du vent, du froid, du chaud, de la pluie, des orages. Il y a, et il y a une fiabilité qui est exceptionnelle, parce que il y a eu même des années où il y a eu 0 mort. Il y a une année, il y a 2, 3 ans, mais même les mauvaises années, il y a 1000, 1500 morts sur, on parle de 4 milliards et demi de passagers. Donc, vous voyez, c'est exceptionnel. Et c'est tellement exceptionnel que c'est inhumain. En fait, le niveau d'exigence est inhumain. Donc, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Et l'homme, naturellement, ne peut pas. Donc, ce sont des procédures. Et ce sont nos clients qui nous ont tirés. Moi, quand j'ai commencé dans le sous-sol de la maison des parents à faire les premières pièces rang 5, j'apportais que des réponses techniques, mais il n'y avait pas de traçabilité, il n'y avait pas, enfin, c'était vraiment pas sous contrôle. Et progressivement, en montant, on a appris, et nos clients, en permanence, on est audité en permanence. On est audité sur les procédures, on est audité, et c'est par cette pression d'audit et par les exigences clients que ben, qu'on progresse et qu'on arrive à faire des pièces fiables qui rentrent
un environnement aéronautique qui fait que le niveau de sécurité reste. Pour info, nous, on fabrique plus de 50% de pièces de classe 1. Classe 1, la pièce casse, l'avion tombe. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de sécurité dans un avion. Quand vous prenez un ascenseur, il y a des coef 7 ou 10. Quand vous prenez un avion, c'est 1. C'est 1. Et donc, la pièce casse, l'avion tombe. Et 50% de nos productions, nous sommes en classe 1. On a un peu de classe 2, mais donc, ça nous oblige à être dans cette dynamique d'exigence, de contrôle et nos qualifications, nos certifications sont globales. Le bâtiment est qualifié, les machines sont qualifiées, les process sont qualifiés, les hommes sont qualifiés. Un homme qui, chez Duquesne, perce des trous pour mettre des inserts, il faut qu'il s'auto-certifie et tous les X trous, il refait des éprouvettes en permanence. En fait, il n'y a pas... on est en permanence en train de s'auto-contrôler, plus des audits permanents de nos clients. Et c'est cette pression qui fait que enfin, quand je dis c'est inhumain, c'est vraiment inhumain. C'est pas logique de passer autant de temps à contrôler des pièces, hormis le fait que il faut le faire pour garantir ce niveau de sécurité de l'aéronautique. Claire, merci beaucoup. Alors, on n'a pas fini hein, l'histoire actuelle de votre groupe. Là, on était dans les années 2007, 2008, 2009. Vous avez encore connu un deuxième, enfin, on est peut-être au troisième rebond ou au quatrième, je ne sais plus. Donc, en tout cas, vous avez franchi encore un palier supplémentaire en 2009 et un troisième, un dernier à ce jour en 2016. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur tout à l'heure le Mexique, on va dire que c'était une boîte aux lettres, mais ça ne l'est plus. Votre site dans l'Ain a changé aussi. Vos marchés ont changé. Qu'est-ce qui vous attire par le haut? Maintenant, oui, l'ensemble fait 110 millions, on fait 100 millions sur l'aéronautique, on est pas loin de 900, 5 sites. En fait, il y a eu j'ai 38 ans pratiquement de croissance et de bilan positif, mais il y a eu des périodes un peu dures, donc à chaque fois, j'ai fait appel à des levées de fonds. Lorsqu'on a signé ces contrats en 2009, à un moment, pour tenir les objectifs, il a fallu que je fasse quand même une ouverture de capital pour assurer la montée en puissance. Et donc là, on a fait une deuxième fois rentrer ACE, le fonds sectoriel. Et en 2013, on a fait la deuxième levée de fonds. Et ça m'a permis d'asseoir financièrement la montée en ramp-up. Donc ça m'a permis d'investir dans des bâtiments, de faire des capex, des machines, et puis de financer aussi le capex parce que en ayant une forte croissance depuis avant le Covid, on était entre 15 et 25% de croissance tous les ans au niveau du groupe. Donc ça consomme du BFR. Donc on a fait cette deuxième opération en 2013. Et juste avant le Covid, j'ai fait une troisième opération pour là aussi pouvoir faire encore un step de développement et de croissance pour faire des opérations de croissance externe. Donc juste avant le Covid, on a renforcé nos fonds propres. Je n'ai bien sûr pas fait les opérations de croissance externe et jusqu'à maintenant que pour tout ce qui était investissement, dette ou augmentation des fonds propres, c'était pour financer de la croissance, des capex, du BFR. Et c'est un peu dur parce que depuis mars, cette levée de fonds additionnée à de la dette finance de la perte d'exploitation. Parce que cette stratégie qui était pure player aéro, qui a été gagnante pendant presque 20 ans,
a démontré sa fragilité. C'était impossible de l'imaginer, de mettre ça dans une analyse de risque. Dans mes analyses de risque, je mettais des incendies, des ruptures, des problèmes géopolitiques, peut-être au Mexique, mais pas une problématique comme le Covid. Je pense que on n'était pas nombreux à pouvoir l'imaginer. Donc, actuellement, l'aéro est très, très, très impacté. C'est très dur en ce moment. Alors, on est... c'est dur, mais on n'est pas très inquiet parce qu'on sait que même si certains parlent de changement de paradigme et tout, on sait que ça va redémarrer et dans 3, 4, 5 ans, on retrouvera les niveaux 2019. Alors justement, avec ce, donc voilà, c'est votre intuition. Donc vous vous dites, voilà, c'est personne pouvait l'imaginer. J'utilise les levées de fonds pas tout à fait comme je le souhaite actuellement. Oui. Je fais le dos rond, mais on reste confiant. Alors vous restez confiant et donc vous allez revenir sur votre modèle de base, hein, qui date d'il y a 20 ans. Mais comment vous gérez concrètement au quotidien? Vous avez 900 employés. Je suppose que vous les, ils n'errent pas dans les hangars. À rien faire. Donc comment vous avez organisé vos équipes en interne pour faire face, même si c'est pour une courte période entre guillemets, comment vous avez géré, quelle décision et quelle audace vous avez décidé de mettre en place? Bon, c'est plus de l'audace, là, c'est de la gestion. Euh, En fait, j'ai réuni tous mes cadres et je leur ai expliqué que bon, on est parti de zéro, donc et que jusqu'à maintenant, on avait été globalement pas trop mauvais sur la croissance. Entre 2018 et 2019, on a fait 24% de croissance. Donc, je leur ai dit, si on est bon dans la croissance, euh, on doit pouvoir être bon sur la décroissance. Et la décroissance, bah, c'est un élément d'une entreprise. Ça fait partie du jeu. On l'avait pas prévu, mais on va s'adapter. On est agile, on est créatif, et ben on va essayer d'y arriver. Alors, et ben on utilise un peu tous les moyens. Alors les moyens, heureusement en France, on peut critiquer, mais l'État a quand même bien réagi avec les PGE le chômage partiel, surtout pour le secteur aéro où on bénéficie de 2 ans supplémentaires. Heureusement, étant en croissance, j'utilisais pas mal d'intérim, avec l'intérêt que l'intérim, ça permettait de tester les gens et au fur et à mesure, on transformait l'intérim en CDI. Si bien que en France, j'avais pas loin de 150 intérimaires. Donc là, ben, c'est dur, mais j'ai utilisé l'intérim, c'est dans sa nature. On paye plus cher, mais on a la flexibilité. Donc, j'ai arrêté 100% de mes intérimaires. Bon, c'est dur, mais on utilise cette spécificité de l'intérim, d'être flexible. Sur la Roumanie, le Mexique, ben, le code du travail est beaucoup plus flexible, donc c'est plus simple. Hein. Enfin, dans beaucoup de pays en dehors de la France, le code du travail est plus flexible. Donc, on a arrêté les gens qui n'étaient pas importants et on garde, on subventionne les compétences parce que dans nos métiers, on n'a pas de presse-bouton. C'est quand même un métier de spécialiste et on a des postes où les formations sont 6 mois, 1 an. On a même certains postes où les formations sont 3 ans. En contrôleur ultrason, c'est 3 ans de formation. Donc, ces postes, on a intérêt à les garder. Donc, on entretient et les compétences et on essaie de se séparer des un peu moins les postes un peu moins vitaux. C'est une réalité, mais en même temps, quand on a fait 15 ans de croissance, on trouve aussi et de recrutement, j'ai un peu moins d'état d'âme à dire bon ben on réduit la voilure. Donc premier axe, réduire la voilure parce que on peut pas imaginer sur le long terme, sur plusieurs années, de pas s'adapter à l'activité, à la charge.
Donc, clairement, on essaie de réduire la voilure, tout ce qui est frais variables, de l'adapter à l'activité. Après, commercialement, on essaye d'être très actif parce que même dans cette période trouble où il peut y avoir des opportunités, et si on est bon, si on est opportuniste, si on est un peu malin, on peut capter des business que d'autres sont en train de perdre. Ou je reconnais, il y a un effet d'opportunité, et là, mes équipes sont à fond là-dessus pour essayer de reprendre de l'activité, parce que autant sur les frais variables, ils s'adaptent à l'activité, mais il faut essayer de reprendre de l'activité pour absorber les frais fixes, parce que il y a quelques mesures qui permettent de décaler, mais comme nous on parle d'un trou d'air ou un décalage de 3, 4, 5 ans, c'est pas en décalant des charges de 6 mois qu'on résout notre problème. Donc il faut retrouver de la charge. Donc le deuxième axe, c'est d'être assez agressif commercialement. Et le troisième axe, comme on se dit créatif, agile, j'ai mis un gros boost sur la R&D, et pour essayer d'essayer de capter des newbies sur d'autres secteurs d'activité. On avait privilégié l'aéro parce que c'est là où le composite a le plus de valeur ajoutée. La légèreté, c'est valorisé en aéro. Et ben on essaie d'être créatif, de trouver des process, des idées de produits, voire des produits propres dans d'autres secteurs d'activité pour amener du business. Et là, on a fait, j'ai mis en place des projets R&D forts. Je me suis réendetté, je fais des prêts pour financer cette R&D. On a déposé des dossiers, on attend des subventions, mais il y a tellement de demandes pour, je compte pas dessus, donc je m'endette je m'endette sur les PGE pour financer les pertes d'exploitation, mais je m'endette aussi pour euh, pour mettre un boost sur la R&D. Et je crois beaucoup à ce troisième axe. Si on n'est pas trop mauvais, on va arriver à capter des nouveaux business qui vont nous permettre et d'attendre la reprise aéro, et en même temps une diversification. Parce que l'objectif, c'est pas une fois que l'aéro sera en reprise, d'arrêter. Ça va nous faire un axe supplémentaire de diversification. Donc on travaille là-dessus. Pour le moment, on a rien, on a des objectifs, on a de la motivation, et j'espère, je me donne 2 ans pour que ces investissements R&D se transforment en newbies. Parfait. Bah, écoutez, merci pour tous ces éclairages, Monsieur Duquesne. Alors, on approche de la fin de votre témoignage. Surtout, j'invite les participants à continuer, à poser leurs questions à travers le chat. Donc, je rappelle, en bas à droite, une petite bulle. Il faut cliquer dessus pour qu'elle change de statut couleur noire à bleu. Et ensuite, vous pouvez adresser votre message à la salle Webex, salle Webex CCI de l'Ain, ou alors c'est PNUN à l'un des deux. Comme ça, on va continuer à collecter vos questions. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment, on approche de la fin de l'entretien. Alors, justement, écoutez, Monsieur Duquesne, encore merci beaucoup pour votre transparence, pour tous ces enseignements et votre histoire, l'heureuse et un petit peu moins heureuse comme pour le moment, mais on voit bien que vous restez très offensif et en disant on va ressortir encore plus gagnant de cette situation contrainte. Si on devait résumer tout votre parcours la dernière fois, quand on s'était vu, quand on avait préparé cet entretien, vous aviez identifié, on va dire,
5, 6 points qui sont venus jalonner votre histoire industrielle et qui ont contribué à la belle histoire de Duquesne Group. Est-ce que vous seriez en mesure, pendant que les participants continuent de nourrir leurs questions, et avant qu'on finisse, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que vous seriez en mesure de faire un rapide condensé, résumé de quels sont les jalons importants qui sont venus, que vous avez, vous, mis en place, maîtrisé pour pouvoir réussir l'histoire industrielle de votre groupe? En premier lieu, je pense que ça vient de la personnalité. Je pense qu'on est tous différents. Et moi, ce qui m'a guidé, c'est le mot entreprendre. Clairement, je me voyais pas. J'ai jamais imaginé travailler pour d'autres, avoir un patron, d'être dépendant. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et quand j'ai commencé, quand on était 2, j'étais content. Quand on était 5, j'étais content. Enfin, toutes les étapes j'étais satisfait de ce qui nous arrivait, mais il y avait toujours cette envie d'entreprendre. Et cette envie d'entreprendre, elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. J'ai toujours envie de projets, d'objectifs assez élevés. Et c'est vraiment, au départ, c'était mon ADN, mais c'est maintenant l'ADN de Duquesne. C'est-à-dire, c'est impossible de pas être en croissance. Et c'est pour ça, même dans cette période où, alors pour info, actuellement, on est à moins 60% d'activité, mais on entreprend toujours et on va redescendre et on va réentreprendre, et on va remonter la pente. Donc, ce côté entrepreneur, je pense, est vital. Et tous mes cadres, mes cadres proches ont vraiment cet ADN aussi. Après, enfin, dans notre cas, enfin, je sais qu'on peut réussir dans plein de secteurs, dans la distribution, nous, moi, je suis un créatif. C'était de faire des choses que les autres ne font pas et se diversifier par une approche. Si j'ai réussi à proposer au patron d'Airbus de faire les codes de fuselage de son avion du futur, c'est parce que il devait pas avoir pléthore d'offres. Et quand je suis arrivé avec une solution, il n'a pas eu à choisir entre un Américain, je lui ai apporté une solution. Donc c'est clairement de réfléchir en permanence, d'apporter des solutions à nos clients. Comme nous n'avons pas de produits propres, c'est chaque fois d'apporter des solutions à nos clients et une solution globale. Donc ça c'est aussi, je pense, un peu la force chez Duquesne, c'est de se mettre à la place du client et de lui apporter une solution. Et puis après, c'est l'esprit l'esprit du résultat. Ça, c'est compliqué parce que faut vraiment se forcer pour tenir des objectifs élevés, pour tenir des délais, pour tenir un niveau de qualité et pour aussi avoir une rentabilité. Parce que c'est prix, qualité, délai, service. S'il n'y a pas si le prix n'est pas bon, il y a pas, enfin, la société n'est pas viable. Donc c'est un ensemble de choses où il faut être vigilant et je pense que c'est cet ensemble qui a fait que le groupe Duquesne, globalement, a progressé dans cet environnement. Parfait, merci beaucoup. Bon, puis vous avez aussi, vous l'aviez dit, vous avez surfé sur une technologie qui était relativement récente. Ça, c'est un peu le facteur chance, mais il en faut. Mais il faut qu'il soit sublimé par tout ce que vous avez indiqué jusqu'alors. C'est ce que je cherchais au départ. Quand je me suis dit, il faut que j'entreprenne quelque chose, je savais pas ce que j'allais faire, si j'allais fabriquer des couches culottes ou des vélos ou clairement, enfin, je cherchais quelque chose et le fait d'avoir cherché, j'ai trouvé le composite. Mais j'aurais peut-être pu être une grosse société de fabrication de couches culottes ou de stylos, ou je sais pas quoi. J'ai trouvé ce mot carbone, ça m'a plu et j'y suis allé. Donc oui, il y a un concours. Ouais.
toute façon, souvent, la vie est un ensemble de concours de circonstances, d'opportunités, de forces, de faiblesses. Voilà, c'est un ensemble. Parfait. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on a reçu de nombreuses questions, donc vu le temps, ça va être compliqué de toutes vous les poser, Monsieur Duquesne. Je vais vous en poser une. Alors, on l'a retravaillé un petit peu. Hein. On a cherché à deviner le sens qui était posé par la personne qui nous l'a envoyé. Comment voyez-vous l'aéronautique dans les 10 prochaines années? Alors, je suppose que ça fait référence à de la légèreté, ça fait référence à un impact économique, un impact écologique plus grand, à de l'hydrogène. Comment vous voyez l'aéronautique dans 10 ans et forcément, quelle doit être la réponse que Duquesne doit apporter à ce futur de l'aéronautique? C'est un secteur d'activité important, donc c'est pas moi qui réfléchis. Il y a beaucoup d'acteurs qui réfléchissent avec ce problème de Covid, mais globalement, tout le monde, enfin, s'accorde à dire, même si il y a un peu, il y a du bashing autour ça pollue, c'est pas il va y avoir un changement de paradigme, les gens vont moins voyager, les visios vont faire qu'il y aura moins de voyages en business. Malgré tout, enfin, les spécialistes et moi j'adhère. Je pense que dans 4-5 ans, on va retrouver non seulement les niveaux 2019, mais la croissance. Pourquoi? Parce que c'est un secteur d'activité mondial et peut-être qu'en France, on a le luxe de se dire on a déjà tous voyagé, on va essayer d'être un peu plus écologique. Mais il y a plein de pays émergents qui vont, eux, qui vont travailler dur, qui vont avoir envie de voyager. Il y a beaucoup de pays où les distances font que il n'y a pas de TGV Paris-Lyon, donc en Chine, quand vous voulez vous déplacer, en Afrique, en Amérique du Sud et même aux États-Unis, il faut prendre l'avion. Donc, s'il y a déplacement, dans beaucoup de pays, il y a avion. Donc, comme c'est une activité mondiale, il y aura toujours un niveau d'activité qui va faire que on va retrouver les niveaux d'antan et la croissance. On parle quand même depuis 15 ans, c'est 5 à 6% de croissance par an. C'est impossible que ça arrête. En même temps, il y a quand même même si c'est polluant, il y a quand même des énormes gains. Les derniers avions consomment 15 à 20% de moins. Et il y a cet horizon 2035 où Airbus parle de l'avion hydrogène. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais ça donne quand même, ça donne un cap. Et je pense que ça va tirer encore toute l'activité aéronautique pour continuer à développer des avions de plus en plus green et pour aller jusqu'à l'avion hydrogène. Donc, je suis vraiment pas inquiet. Actuellement, oui, parce que les pays sont fermés, l'activité de déplacement est presque arrêtée. Donc, dans les faits, oui, on se déplace moins, il y a moins d'avions qui volent, donc on vend moins d'avions. Donc, s'il y a moins de ventes d'avions, on fabrique moins de pièces. Donc, on parle de 2, 3, 4, peut-être 5 ans, on va avoir ce trou d'air, mais je suis confiant sur la question, c'est à 10 ans, très confiance sur le business à 10 ans. Parfait, merci beaucoup. Le temps avance. Dernière question, une question sur le réseautage. Est-ce qu'il est important pour un acteur d'un marché donné, donc vous l'aéronautique, d'être présent et d'être membre d'un pôle ou d'un cluster qui réunit des acteurs du marché d'un même marché auquel vous vous adressez? Quelles sont les vertus ou les limites d'adhérer à un pôle et à un cluster lié à son marché d'application ou à son métier? Bon, je vais être honnête. Jusqu'à maintenant, j'ai eu une stratégie en disant que la valeur de ma société, mes véritables actifs, c'était pas des bâtiments, des machines, c'était notre savoir-faire. Et surtout dans un secteur, le composite, nouveau, où
le savoir-faire, la créativité, c'était primordial. Donc, jusqu'à 2 ans, vraiment, j'étais dans aucun réseau, rien du tout, et on était très intégrés et on était même dans la confidentialité pour être meilleur que les autres et, et, et même en interne, euh, jusqu'à 3 mois, je n'avais personne au conseil de surveillance. J'ai toujours refusé. J'ai dit personne. On est tellement, enfin notre business est tellement spécifique, notre stratégie est tellement spécifique que moi je me suis dit personne n'arrivera à me donner des conseils et j'en veux pas. Alors c'est peut-être une force ou une faiblesse, je sais pas, mais donc jusqu'à 3 mois, j'avais personne au conseil de surveillance. J'ai changé un peu d'avis puisque j'ai pris quelqu'un d'Airbus qui est rentré au conseil de surveillance, donc on va voir si les conseils extérieurs sont avisés. Et dernièrement, je suis rentré au bureau du cluster aéro, juste pour voir. Et alors je suis un peu mitigé. C'est vrai que c'est intéressant. Ben, on partage certaines choses avec les autres, mais en même temps, ça me renforce en me disant, bah, chaque société a son ADN, ses stratégies et c'est compliqué de partager. Et jusqu'à maintenant, j'adhère pas trop au chasser en meute. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'étais pas trop un homme de réseau. Je suis en vieillissant, je suis peut-être en train de m'ouvrir un peu. Et donc entre le cluster et le conseil de surveillance, vous voyez, là, je change un peu. Mais jusqu'à maintenant, j'étais un peu, enfin, c'était un peu très intégré, très solitaire comme stratégie. Bon, eh bien, écoutez, Monsieur Duquesne, on est arrivé à l'issue de ce témoignage et vraiment, je pense que ça a été extrêmement intéressant. Donc, mille merci au nom de la CCI. Nous avons été très heureux de vous accueillir dans ce premier temps. Hein. Donc, c'est votre rendez-vous Audace de dirigeants. C'est le premier temps des rendez-vous de la Team France Export que nous proposons aux entreprises de l'Ain. Donc, j'en profite de prendre la parole pour avant de vous la redonner sur un dernier mot de fin que j'aimerais bien vous entendre prononcer, Monsieur Duquesne. La suite du programme pour les entreprises de l'Ain qui sont avec nous ce soir, eh bien, on vous propose le 15 octobre. Hein, donc 4 événements qui vont se dérouler du 7 au 15 dans l'Ain. Ce soir, c'était Audace de dirigeants avec vous, Monsieur Duquesne. Le 15 octobre, nous organisons une masterclass. Alors, le masterclass, c'est un travail collaboratif et ludique autour d'une étude de cas d'une entreprise qui souhaite se développer à l'international. Donc, on va vous faire réfléchir tous ensemble sur qu'est-ce que pourrait être le chemin que pourrait prendre cette entreprise pour vendre à l'international. Et évidemment, on mettra également en lumière les outils de la Team France Export pour accélérer et sécuriser cette démarche à l'international. Ça, c'est le 15 octobre. Demain, le 8 octobre, dans la banlieue de Lausanne, on vous propose une convention d'affaires franco-suisse sur le thème de l'industrie des machines-outils. Donc, c'est à la fois un forum, à la fois des échanges et des rendez-vous B2B. Et également, le 13 octobre, on vous propose un atelier plutôt sur les douanes, et notamment sur la thématique de l'origine préférentielle d'un produit. Donc, c'est le 13 octobre, en digital. Il vous reste donc 3 événements encore à votre disposition pour pouvoir, nourrir votre réflexion internationale. Monsieur Duquesne, encore 1000 merci. J'aimerais bien vous entendre nous faire part de votre slogan de fin. Oui. Oh, il est assez banal. Hein. C'est Never Give Up parce que c'est vrai que dans la croissance, puis surtout quand on veut faire de l'international, il faut s'accrocher, mais il faut y aller, il faut être assez décomplexé. L'exemple du Mexique, hein, entre le moment où j'ai déposé Duquesne Mexico avec mes $500 et une usine qui tourne, il nous a fallu 5 ans. Mais
on y va, on a une stratégie et on bosse et après ça fonctionne. Donc, never give up. Parfait. Merci beaucoup. C'est Never Give Up. C'est un très beau mot de fin. Donc, mille merci encore, monsieur Duquesne. Merci à Merci à tous. vous. Merci à votre participant. Merci aux participants. Merci Bertrand pour la précieuse aide. Et puis, écoutez, je vous donne donc rendez-vous le 8, le 13 ou le 15 pour ceux qui le souhaitent. Merci à tous et bonne fin de soirée. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.